Le dernier quart d'heure de Smartbourg, chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Le thème ce soir, c'est celui des actifs émergents et notamment de la dette émergente. Nous en discutons avec les spécialistes d'Iveo Capital Partners et son cofondateur, Michael Israël, qui est à mes côtés en plateau. Bonsoir, Michael. Bonsoir, Grégoire. Oui, on parle régulièrement avec vous de la sphère émergente. Vous êtes spécialiste de l'investissement en dette émergente. Le titre de l'interview, c'est « Est-ce qu'on a une perception du risque erronée vis-à-vis de ces actifs et de ces pays émergents aujourd'hui à l'heure de la guerre commerciale de Trump 2.0 ». Une guerre commerciale qui permet de découvrir ou redécouvrir ou se refamiliariser avec l'idée que la mondialisation et les flux de commerce ont profondément changé au cours des 20 ou 25 dernières années, Michael. Ça, c'est quand même un point de départ qu'il faut à nouveau rappeler. Oui, alors pour être dans le factuel, effectivement, l'évolution est dramatique, comme on dit en anglais. Ouais. Donc pour avoir quelques chiffres en tête qui sont très parlants, dans les années 2000, ou plutôt on va dire dans les années 90, à peu près 2 tiers du commerce mondial, c'était pays développés avec pays développés. Et aujourd'hui, c'est 1 tiers. Donc c'est quand même un bouleversement. Ça veut dire que beaucoup de masses ont changé, donc les échanges ont changé. Il y a un autre chiffre à l'intérieur de chiffres qui est intéressant, c'est qu'il y a aujourd'hui 1 quart du commerce mondial qui se fait entre pays sud-sud, donc qui ne concerne même plus des liaisons. Donc effectivement, quand on parle des tarifs, d'abord, je ne dis pas qu'il n'y a pas des impacts, et notamment des dérivées secondes, mais en dérivées premières, on est déjà sur une structure des échanges mondiaux qui a considérablement changé, et donc qui dilue le poids des échanges avec les États-Unis, plus des cartes que vous avez dû voir passer, revoir passer, où on sait que la Chine a elle aussi pris une importance majeure dans le commerce mondial. Donc, La Chine est devenue le premier partenaire commercial pour la plupart des pays du monde. Exactement. Il faut, alors, c'est vrai que souvent dans ces cartes et dans ces chiffres, etc., c'est le commerce mondial, les échanges mondiaux de marchandises. Ça a tendance à mettre un peu de côté les services, donc c'est pas la photo est pas tout à fait pareille, mais ça veut dire quand même aussi que cette évolution, elle est concrète. Moi, je peux aussi vous la traduire sur le portefeuille, c'est-à-dire qu'on a fait l'exercice avec le Liberation Day, de prendre toutes les boîtes, comme on fait vraiment du bottom-up, de regarder les boîtes, et finalement, combien on avait de boîtes qui sont directement liées parce qu'elles exportent aux États-Unis, et donc elles vont être impactées par des tarifs. Et en réalité, sur 80 émetteurs, nous avons une seule société qui d'ailleurs produit des avocats et des myrtilles, et qui exporte 40% de sa production aux États-Unis, donc qui est vraiment dans le sujet. En dehors de ça, on est sur des sociétés qui sont vraiment sur des échanges, une répartition de leur chiffre d'affaires qui est très diluée, et pas au point d'être impacté immédiatement par le problème des tarifs. Même s'il y a tout ce système, effectivement, des reroutages, des pays tiers, la Chine, c'est vrai, quand on regarde frontalement le commerce États-Unis-Chine, il s'est effondré, mais on a quand même en tête que beaucoup d'entreprises chinoises passent aussi par des pays frontaliers. On pense au Mexique, il y a la zone Vietnam, Indonésie, etc., qui sont aussi des plateformes, j'imagine, qui adressent encore aussi du commerce avec le marché américain, qui reste toujours un gros marché, pour dire les choses. Alors, évidemment, donc le marché américain reste un gros marché, mais l'échange direct pour être dans la cible des tarifs. C'est ça. Aujourd'hui, la réalité des impacts, même quand on contacte les entreprises, l'impact direct, il n'est pas tel que... alors, il y a toujours des contre-exemples, mais dans cet ensemble un peu hétérogène que sont les émergents, il n'est pas aussi fort que ce que l'on pense. Et d'ailleurs, on a quand même l'impression qu'ils sortent même un peu gagnants, finalement, de cette situation. Quand on regarde les perfs au terme du premier semestre, oui, c'est un peu ce qu'on se voit. Sur la partie action, en tout cas, vous êtes plutôt sur la partie dette, mais c'est là où on enregistre quand même les meilleures performances. Oui, et sur la partie économie, les économies émergentes aujourd'hui, il y a d'autres facteurs, c'est toujours multifactoriel, bénéficient de la baisse du dollar, il y a d'autres facteurs de soutien aussi, donc ça se passe pas mal du tout dans les économies émergentes aujourd'hui. À propos de la baisse du dollar, parce que sur le front commercial, je comprends que cette sphère émergente s'est renforcée de manière intrinsèque avec ce développement des échanges sud-sud, comme on dit et comme vous dites, Michael. En revanche, sur le financement des entreprises localisées dans ces pays émergents, là, j'allais dire, non seulement le dollar a encore tout son sens, mais il a pris un poids, si on est sur cette séquence des 20 ou 25 dernières années. Le financement en dollars de ces entreprises émergentes a explosé en parallèle. Oui, en fait, c'est intéressant d'ailleurs. On ne va pas cracher dans la soupe parce que c'est votre activité c'est directe. L'existence d'Iveo, c'est même grâce à ça. C'est-à-dire que ce profond changement des échanges mondiaux a nécessité
a vu l'émergence de sociétés qui ont elles-mêmes nécessité des financements. Et le financement de toutes ces entreprises émergentes s'est fait principalement, je parle pour le monde vraiment corporate, hein, Mhm. il s'est fait principalement par le marché international de la dette et le marché dollar. Et là aussi, pour vous donner un chiffre, en 2000, notre marché, c'est-à-dire la dette émergente corporate en hard Devise dure. currency, Ouais. voilà, celui-là, ce fameux nom à rallonge, c'était 145 milliards de dollars la taille de ce marché-là. Ouais. Aujourd'hui, c'est plus de 2500 milliards de dollars. Waouh. Donc, en fait, toute cette transformation de l'économie mondiale a été financée au niveau des marchés de capitaux par le dollar. On voit que c'est en train un petit peu quand même, cette fameuse dédollarisation dont Ouais. on parle, on voit qu'il y a une sorte de plateau maintenant, mais la trajectoire, elle a été quand même à ce que tout ça puisse se faire parce qu'il y avait un marché de capital profond, et c'est le marché dollar. Et plateau sur le financement dollar, parce que les entreprises se financent plus ou parce qu'elles trouvent d'autres sources de financement? Elle se finance, Ouais, c'est c'est ça, clair, oui. parce qu'elle Elle trouve continue de se d'autres financer. sources de financement. Et alors là, c'est pas simplement qu'elle trouve du financement en monnaie locale, c'est une partie de la réponse, mais c'est pas vraiment Ouais. l'essentiel de la réponse, c'est une partie. C'est aussi qu'il y a eu l'émergence des fonds de dette privée, des fonds de dette infrastructure. Ah, bien sûr. Bon, et même si les pays émergents restent quand même plutôt encore, j'allais dire, un peu à l'abri de cette concurrence, malgré tout, ils existent et ça a trusté une partie de ce marché-là. Aujourd'hui, il y a du financement où on ne le trouve plus sur les marchés obligataires Ouais. et on le trouve directement auprès des fonds. Et il y a tellement d'argent qui a été levé par les fonds de dette privée et d'infra que ça Bien sûr. participe Bien sûr. à ce plateau. Ah ouais. Mais On voit sur le financement en dollars. Ouais. exactement, voilà. Ouais. Une fois qu'on a dit ça, Mickaël, et chez vous, c'est un message fort et dont on a discuté plusieurs fois, cette résilience des émergents, on parle des entreprises avec vous, mais c'est vrai que j'ai toujours l'impression qu'il y a dans l'échelle de risque des marchés, j'ai toujours l'impression que les émergents, alors sont souvent parmi les actifs perçus comme les plus risqués, et sans doute que ça peut être le cas, mais c'est un risque qui est peut-être mal ajusté par rapport à la réalité aujourd'hui. Qu'il y ait du risque dans les émergents, d'accord, mais est-ce que les investisseurs ont la bonne perception de ce risque aujourd'hui par rapport à, encore une fois, la réalité qu'on vient de décrire? Ou est-ce qu'ils sont restés bloqués, j'allais dire, 10, 15, 20 ans en arrière? Non, c'est notre combat depuis toujours finalement. Mais pareil, on ne peut pas cracher dans la soupe parce que c'est cette perception du risque et cette mauvaise perception du risque qui donne une prime, qui fait qu'à la fin, On est justement, confortable. exactement, on est payé, on est rémunéré pour un risque qui est perçu et qui, dans la réalité des faits, ne se matérialise pas, Ouais. ou peu, ou beaucoup moins Donc, il y a vraiment une prime de risque qui est intéressante. Et aujourd'hui, ça continue à être mal perçu. Enfin, je veux dire, dans les allocations d'actifs, vous avez vu, je viens de vous dire la taille du marché obligataire. On a parlé des échanges mondiaux. On sait ce que représente aujourd'hui dans l'économie mondiale le poids des émergents. Mais chez les allocataires, ça reste quelque chose de très marginal, vraiment très, très marginal. Quand bien même on vient sur la partie des émergents qui est la nôtre, qui est la partie dollarisée, qui est finalement la manière de faire de l'émergent avec le moins de risques, et sur de la dette, et de la dette senior, etc., ça reste des allocations qui restent assez marginales et qui ne reflètent pas du tout les dynamiques économiques, les évolutions des échanges mondiaux, etc. Donc tout ça va nécessairement évoluer. C'est quoi les arguments qui comptent et j'allais dire, qui touchent un nouveau client là? Nous, on a toujours eu comme argument deux arguments qui sont convaincants parce qu'ils sont factuels. La première chose, d'abord, c'est la diversification que peut apporter dans une poche obligataire, dès lors que vous en avez, d'avoir de l'obligataire corporate émergent. C'est une vraie diversification, tant géographique, qui d'ailleurs fait plus de sens aujourd'hui parce qu'il y a quand même une désynchronisation des économies mondiales, enfin des banques centrales. Donc cette capacité à pouvoir avoir de la diversification géographique, c'est important. On a une diversification sectorielle qui est dingue, parce que vraiment, quand vous mettez la répartition sectorielle, la composition sectorielle du high yield européen et vous mettez à côté le high yield émergent, ça n'a rien à voir. Nous, c'est vraiment des actifs tangibles. Quand le high yield des pays développés, notamment Europe, c'est beaucoup de retail. Donc on peut amener ça aussi. Et puis l'autre argument très convaincant, c'est que les entreprises sont mieux disantes. C'est-à-dire que pour accéder à du capital, elles sont obligées de présenter un profil de crédit plus rassurant. Donc en fait, ce qu'on paye surtout, c'est ce fameux risque pays. Historiquement, c'est celui-là. Le code postal.
Alors, c'est ce risque pays qui est d'ailleurs un mot générique. Ça ne veut pas dire grand-chose finalement, le risque pays. Quelle est une grande différence entre le risque pays en Ukraine et en Équateur ou en Argentine? C'est des risques différents. Et ça reste ce risque-là qui domine dans la perception. Ah ouais. Mais je fais le parallèle aussi avec le secteur bancaire. Beaucoup d'investisseurs, alors maintenant ça a changé, ça fait 4-5 ans que les banques en Europe ont connu une surperformance incroyable, mais il y a encore 2-3 ans, beaucoup étaient restés avec le risque bancaire tel qu'on le voyait au moment de Lehman et de la grande crise financière. Alors beaucoup de choses se sont passées également de ce point de vue-là. Juste un mot, il nous reste 30 secondes, mais sur la période du premier semestre, votre classe d'actifs, c'est une classe d'actifs qui s'est bien comportée, qui a répondu à ce que vous attendiez d'elle dans l'environnement de marché actuel. Oui, tout à fait. Ouais. Bon, d'abord, c'est une classe d'actifs où il y a du carry, comme on dit, donc du rendement. Donc, on est porté déjà par ça. Dans le moment du risk-off, alors, comme toujours, vous êtes émergent, donc vous n'allez pas non plus surperformer, mais il n'y a pas eu du tout de casse. Et finalement, le seul sous-segment qui a été, c'est la dérivée seconde du Liberation Day, ça a été plutôt l'inquiétude sur la croissance mondiale, le prix du baril qui baisse, ce genre de choses qui ont fait un petit peu d'impact, mais dans l'ensemble, toutes les performances sont positives. Les drawdowns ont été très, très mesurés. Il n'y a pas de, c'est plutôt satisfaisant. Ouais. Merci beaucoup, Mickaël. Merci d'être venu évoquer avec nous ce risque émergent et cette perception de ce risque émergent qu'il faut peut-être réajuster un peu aujourd'hui. Mickaël Israël, qui est le cofondateur d'Iveo Capital Partners, qui était l'invité de ce dernier quart d'heure de Smart Bourse ce soir. Merci, Laurent.